Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, salam alaikum. Avec nous aujourd'hui, une sommité de la recherche dans le domaine du sport, monsieur professeur Bachir Zoudi, directeur du département des sciences du sport à l'université de Valenciennes en France. Une émission très importante aujourd'hui, on va parler de la big data, on va parler de l'intelligence artificielle. Tout le monde, on va dire, s'intéresse à ces domaines-là depuis, on va dire, 2-3 ans. ChatGPT dans le sport, la big data dans le sport. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation également. Professeur, est-ce que vous pouvez nous parler de la big data dans le sport et quel est l'état des lieux de la big data dans le sport au niveau mondial et au niveau africain? D'accord. Donc, avant de parler de la big data, il faut savoir que avant de la définir, la big data, c'est le recueil de données, de beaucoup de données. Mais si on parle uniquement de ça, peut-être les gens qui nous écoutent, ils savent pas dans quel contexte. Donc, il faut savoir que le sport en général et maintenant tous les pays qui cherchent un petit peu les performances d'un haut niveau, qui cherchent à réussir des grandes compétitions, ils sont en train de s'appuyer sur deux leviers qui sont intéressants. C'est le levier scientifique et le levier technologique. Les leviers scientifiques parce que, pour une raison simple, maintenant le sport, il n'est plus le sport des années 80, 70, 50, 90. Le sport, il devient un vecteur économique fort, très important. Il est aussi politique, il est aussi très suivi par des milliards de personnes. Et c'est pour cette raison les scientifiques se sont intéressés à ce phénomène qui est le sport et surtout le football. Et la science, elle a apporté beaucoup de choses. Maintenant, on commence à comprendre comment préparer les joueurs physiquement. Donc, avec toutes les méthodes d'entraînement, on arrive aussi à comprendre aussi le comportement du joueur sur le plan psychologique. On comprend plus ou moins sur la partie de l'apprentissage technique. Mais la chose qui manque à ces gens ou à ces pays, c'est de chercher comment réussir et accélérer et optimiser la performance le plus rapidement possible. C'est pour cette raison, depuis dans le domaine du sport, ça fait 5-6 ans qu'on a intégré maintenant des sciences qui s'intéressent à l'analyse des données. L'analyse des données, c'est quoi exactement? C'est les big data. C'est-à-dire, on va essayer. Avant, on faisait des hypothèses. On dit ça marche parce qu'il y a ça, on pense que c'est ça. Et les hypothèses sont souvent pas toujours faciles à démontrer. Ils ont dit, au lieu de faire des hypothèses, essayez de prendre beaucoup de données. Et en fonction de ces données, on va voir qu'est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qui sort le plus. Donc, c'est pour cette raison, actuellement, au niveau sport, il y a beaucoup de gens qui sont pas des sportifs, c'est pas des gens qui font les sports, c'est des informaticiens, c'est des mathématiciens, c'est des statisticiens qui travaillent en collaboration avec des chercheurs dans le domaine du sport pour essayer de récolter le maximum d'informations. Je donne un exemple. Je veux savoir la pulsation cardiaque, le nombre de vitesses. On va faire des capteurs au sujet et on va voir quand il fait l'effort. On récupère toutes les informations concernant son entraînement. À force de cumuler plusieurs informations, on va savoir que si les joueurs il est bien entraîné ou pas, parce que c'est des données fiables, des données quantifiables. On peut savoir aussi est-ce que le joueur il a dépassé ou il risque d'être blessé, parce que les informations qu'on a par rapport aux données qu'on a de son organisme, elles peuvent nous permettre de réguler les charges. Donc ça, c'est pour éviter les blessures. Et ces bacs de données aussi, ça va nous permettre aussi de comprendre comment les gens apprennent plus facilement, parce qu'on a beaucoup de données. Donc ces données, le problème, des fois le cerveau, il peut pas les utiliser parce qu'ils sont nombreux.
Donc c'est pour cela les chercheurs ils sont passés aux troisième étape, c'est essayer de créer une intelligence artificielle ou des logarithmes qui peuvent analyser ces données pour donner des informations rapidement à l'individu. Et le sport de demain, les grandes compétitions et les grandes nations, ils vont s'appuyer sur le côté technique mais surtout sur la partie qu'est-ce qu'on appelle big data et intelligence artificielle. Là, on va dire, quelle est, on va dire, la position de l'Afrique maintenant au niveau de l'intelligence artificielle, de la big data? Au niveau sport, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses. Sincèrement, peut-être on a des recueils de données, des résultats et tout. Mais par contre, utiliser la big data dans le domaine du sport, je parle pas peut-être d'autres domaines que je connais pas, mais dans le domaine du sport, je pense que l'Afrique, même beaucoup de pays, ils sont pas encore En normes internationales. oui, ils sont pas encore, même les pays les plus développés, ils arrivent maintenant à avoir beaucoup de données parce qu'il y a des grosses sociétés qui travaillent sur ça. Et par contre, en Afrique, malheureusement, même les pays, ils n'ont pas la possibilité de créer leur base de données qui peut les aider après à les utiliser, soit pour analyser les matchs ou préparer une compétition. Donc c'est une science qui vient d'arriver et même les cadres, on n'a pas encore formé assez peut-être des cadres qui souhaitent s'intéresser à l'objet sport. Peut-être ils vont s'intéresser à l'économie, peut-être ils vont s'intéresser à d'autres domaines logistiques, mais par contre mobiliser les gens pour travailler dans le domaine du sport, c'est le challenge qui va se faire au niveau continent africain. Même en Europe, on commence à comprendre que ce lien doit se faire parce que chacun il a ses compétences. On peut pas être quelqu'un qui fait statistique pour quelqu'un qui a fait du football ou de la natation, il est sport techniquement, mais il peut pas programmer, il peut pas faire un logarithme. Pour vous, professeur, est-ce qu'on peut performer maintenant en pas utilisant la big data ou l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un élément freineur pour la performance? Ah oui, c'est maintenant les nations je parle à haut niveau, je parle pas au niveau continental ou national. À haut niveau, on peut pas se priver de ces données et de cette intelligence artificielle, surtout dans le futur, parce que la base de données déjà, elle peut vous permettre. Je vous donne un exemple. En football, en 2014, l'équipe allemande a utilisé un logiciel qui permet d'avoir tous les données sur leur équipe et en même temps à tous les données des autres équipes. Des adversaires. Des adversaires. Et ils donnaient toutes les adversaires et on pouvait analyser très 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 facilement, quelles que soient les questions qu'on pose sur le football, il y avait des données pour répondre. Donc ça, il a aidé, c'était un des facteurs qui a aidé l'équipe d'Allemagne de réussir la Coupe du Monde parce que j'ai eu la chance, le créateur de ce logiciel, je l'ai invité à Valenciennes en 2016 qui a fait une présentation dans ce sens. Deuxième chose qui est importante et qui pour moi intéressante, c'est comment maintenant le monde du sport doit intégrer ces données. Parce qu'il faut se préparer psychiquement, parce que ces données comme le big data et l'intelligence artificielle, elles demandent des compétences assez fortes. D'accord. Donc ça veut dire que les gens qui sont ici, ils n'ont pas le choix. Soit ils se forment très très bien, soit ils vont laisser leur place à d'autres personnes. Soit ils se préparent ailleurs, les athlètes. Oui, et soit ils vont partir ailleurs. Donc, mais c'est dommage que on donne nos produits à des équipes adverses contre qui on va jouer. Ouais. Donc, aucune nation n'accepte de renforcer l'ennemi en parenthèse. Oui, de donner les compétences parce que si les gens comprennent comment vous fonctionnez, ça veut dire que vous leur donnez de la solution pour vous battre. Donc, chaque nation doit développer son propre centre de recherche et développement qui est assez secret pour former leurs athlètes. Et ça, c'est une question indispensable. Sinon, tu fais la sous-traitance. Ouais, on va dire, je comprends ce que vous dites, professeur. Mais est-ce que le fait, on va dire, de pas utiliser cette technologie, de pas maîtriser cette technologie, est-ce que ça sera un élément freineur pour l'athlète africain, on va dire pour le futur, pour les JO, pour la Coupe du Monde? Est-ce que ça sera un élément freinant pour la performance de l'athlète africain? Bien sûr, parce que ces données, l'avantage quand tu maîtrises des données, elle va te donner les moyens d'avoir des informations sur ton athlète.
Par exemple, si je prends un élément simple, un athlète pendant une compétition, tu as les données et tu vois que ce potentiel, il devient plus ou moins à la limite. Par exemple, dans les sports collectifs, tu dis non, celui-là, il faut que je l'aménage si je veux terminer jusqu'à la fin. Donc, elle vous donne les vraies solutions parce que si on n'a pas ces informations crédibles, comme quoi le joueur, il a une charge de travail qui est importante, il a des sensations qui sont de ce type, l'entraîneur, il va travailler au feeling. Il va pousser son joueur à jouer et peut-être même l'équipe à jouer. Après, cette équipe, à la fin, elle ne peut pas terminer. Il y aura des erreurs, on va dire, de casting ou de lecture, c'est ça? Oui, il y aura sûrement des erreurs. Parce que si on a ces données, il y a une interaction, qu'est-ce qu'on appelle l'interaction entre la machine et l'homme pour lui donner l'état de lieu de son équipe. Quand on a tous les données, on peut trouver des solutions. Même si je suis sûr que j'ai seulement cette équipe, mais je sais que mon équipe, elle va pas tenir 90 minutes. Je change de stratégie. On parle du football, là. Ou stratégie en basket, en foot et n'importe quel sport. Je vais changer de stratégie. Je lui dis, écoute, vous êtes ici, qu'est-ce que j'ai comme information? Vous pouvez pas tenir à un rythme X tout le match. Je vous propose de jouer en ralenti pendant un certain temps et après vous jouez de cette parce que ça permet de gérer les ressources parce que on a les données. Mais si on n'a pas les données, on va les pousser, on va commencer à crier, courir, mais l'organisme, malheureusement, c'est un organisme humain, c'est pas un organisme mécanique au sens robotique. Ouais. Et c'est pour cette raison, les données, c'est pour cela que j'ai dit même demain les techniciens et les responsables du sport sur le terrain, ils doivent comprendre les données qu'ils ont. S'ils n'ont pas assez de recul de lire les données, malheureusement, ça sert à rien. C'est pour cela la formation des cadres. Ça, je l'ai dit au foot, aux entraîneurs de foot. J'ai dit avec l'intelligence artificielle, votre métier, il va changer énormément parce que la machine, c'est elle qui va lire et prendre des décisions. Que c'est pas elle qui va changer, mais elle va vous donner des informations. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de la machine, ça veut dire que vous allez faire des mauvaises lectures et vous allez perdre de l'information qui était pertinente et vous n'avez pas utilisé cette information. Mais par contre, si vous comprenez les informations données par la machine, vous pouvez interagir, vous pouvez changer, vous pouvez faire beaucoup de stratégies. On n'aura plus d'entraîneurs, on va dire, d'instinct maintenant dans le sport professionnel. Et il n'y a pas d'instinct. Je défie les entraîneurs qui te disent par d'instinct, par expérience. Le cerveau humain, il est incapable de traiter toutes les informations. C'est impossible. C'est impossible. Je parle par exemple du football que je connais très très bien. Si on montre Professeur, juste pour rajouter quelque chose, vous étiez l'un des, on va dire, des créateurs de l'association des chercheurs francophones du football. Ouais, le football en France, oui, de francophones en foot. Et c'est moi qui ai organisé le 3e congrès à Valenciennes en 2008. Il y avait beaucoup d'Africains avec vous? Ah oui, j'ai invité 30 pays et dans les 30 pays, il y avait peut-être une vingtaine de pays africains. Et c'est pour cela on l'a créé à cette période pour échanger entre le monde francophone qui parle français et essayer de échanger. Et le but, c'était de faire une année en Afrique, une année en Europe, pour permettre, dans le domaine du foot, pour permettre à aider les différentes structures et des cadres africains qui étaient en Afrique, de leur ramener un petit peu les connaissances pour créer vraiment un état de collaboration qui permet à tout le monde de se développer. Et moi, j'ai beaucoup d'attaches pour les pays africains et je souhaite un jour, et ils ont les possibilités de gagner, par exemple en foot, la Coupe du Monde. Malheureusement, des fois, ils croient pas ils ont pas. Leur baraka, on va dire. Oui, ils croient pas à leur baraka. Ils ont un esprit. Deuxième chose, il leur manque de moyens de récupération parce que quand il y a des grandes compétitions, ils jouent les 4 premiers matchs bien, mais après le niveau tombe parce qu'ils n'ont pas les moyens de récupération nécessaires. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour la gestion de la fatigue. Et la gestion de la fatigue, des fois, même la Croatie, une nation de foot, elle a perdu la Coupe du Monde contre la France en 2018 parce que physiquement, elle pouvait pas tenir. C'était la meilleure équipe techniquement. Donc, mais par contre, les équipes comme l'Allemagne, la France et tout, qu'ils ont l'Angleterre, les États-Unis, ils ont des moyens de récupération technologique énormes qui aident le joueur de récupérer plus facilement. Est-ce que vous pensez, on va dire, à l'implication de l'intelligence artificielle?
va permettre à l'Afrique de gagner cette Coupe du Monde? C'est pas elle qui va aider à gagner, mais elle contribue. Elle contribue parce que c'est l'information. On a ou on n'a pas la bonne information. Si on a la bonne information, et ça pose la deuxième question. Par exemple, les bases de données, ils vous donnent des informations. Après, il y a un deuxième problème. Une fois on a l'information, est-ce qu'on a une bonne lecture de cette information? La machine, elle peut faire la lecture? Elle peut faire la lecture, elle peut donner les signes, mais uniquement si elle peut prendre des décisions. Mais par contre, ces décisions, il faut que l'homme soit à la hauteur de dire, c'est comme l'aiguilleur au niveau des avions. C'est la machine qui elle donne de l'information et lui, il vérifie est-ce que c'est bon ou pas. Et il vérifie que c'est pas une erreur, c'est pas les choses. Mais les données et l'intelligence artificielle, ils vont contribuer, au moins tirer l'attention de l'humain sur les informations qui sont les plus pertinentes. Qu'est-ce qu'on appelle les éléments clés dans une situation? Que l'homme, des fois, il les loupe. Regarde des entraîneurs de foot, souvent, ils travaillent toute la semaine comme des fous. Le jour du match, ils sont fatigués. Et le cerveau, quand il est fatigué, essayez, quand vous êtes fatigué, si vous conduisez bien la voiture. On prend pas les bonnes décisions. On prend pas les bonnes décisions, souvent, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt mentalement, et il faut être vigilant pendant un certain temps. Après, il faut compiler un ensemble d'informations en peu de temps. Je parle du foot parce que c'est quelque chose que je maîtrise. C'est votre passion. C'est que je maîtrise bien. Un joueur qui est de l'autre côté pour lui transmettre les idées, qu'est-ce qu'on a, et le match, il est en train de se... Le football, c'est quelque chose de très complexe. Par rapport au sport collectif, comme le hand, le basket, où l'entraîneur il peut faire temps mort, peut discuter. Le football, il est un petit peu difficile dans la mesure où il y a trop d'informations pour le cerveau. Là, on voit que la machine, on a vu dernièrement que dans le domaine du journalisme, il y a des présentateurs, on va dire, la machine, elle fait la présentation du JT. Est-ce qu'on aura la machine qui va être coach, par exemple? Ah oui, ça existe. Actuellement, ça fait 3 ou 4 ans, il y a une équipe de D7 en Angleterre, dirigée par quelqu'un qui est passionné par l'informatique. Il a mis une machine qui recueille des données, des capteurs. Maintenant, surtout, la FIFA a autorisé de faire des capteurs au niveau des GPS. Et là, on a trop d'informations. Maintenant, on peut faire le tracking qu'est-ce que ça veut dire le tracking? Le suivi de joueurs sur l'écran. Et le jour où la machine elle commence à comprendre un petit peu les configurations de jeu, c'est-à-dire tactiquement comment ils sont organisés, elle va vous donner des informations pertinentes. Par contre, c'est un paradoxe. Plus l'intelligence, elle doit être forte, plus l'humain, il doit s'approcher et même dépasser parce que c'est lui qui va manipuler les deux. Donc ça veut dire que l'entraîneur, désolé pour les anciens joueurs, désolé pour les entraîneurs qu'ils ont... La vieille école, on va dire. Oui, la vieille école. S'il n'y a pas un recyclage, mais un recyclage radical, malheureusement, peut-être pas pour les 3, 4, 5 années. Effacer pour bâtir. Oui, maintenant, on a besoin. Et c'est une force. Les Américains, ils l'ont compris pour le football américain. Elle existe. Tout passe par les bases de données où l'entraîneur, il a des informations, il a un truc, il s'adapte. On n'est pas hors champ. C'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. Soit on ferme les yeux, on dit allez hop, c'est pas pour nous, c'est la science-fiction. Ou après, on va dire malheureusement, on a perdu parce qu'on n'a pas ça. Et vous avez parlé de la machine qui commence à apprendre à rédiger des informations. Par exemple, pour les journalistes, elle peut écrire un article. AJPT. Même les étudiants, ils les utilisent. Il suffit de mettre un thème, elle va développer. Même nous, à l'université actuellement, on est en train de travailler pour voir qu'est-ce qui vient de l'étudiant, qu'est-ce qui vient de la machine. Donc, même nous, les enseignants... L'antidote, on va dire. L'antidote, on est obligé. On sait la qualité de la rédaction d'un étudiant. Maintenant, on commence à avoir des rédactions assez fines. Et après, c'est à nous aussi de s'adapter. Sinon, même détecter. Et on peut pas résister ou combattre cette technologie. On va accompagner et trouver des solutions qui vont permettre à l'étudiant de l'utiliser bien, mais il doit pas l'utiliser uniquement pour tricher ou faire des choses qui sont pas bonnes. Si vous avez un conseil à donner, on va dire, à notre nation africaine, pour débuter l'utilisation des nouvelles technologies dans le sport, on débutera par quoi?
C'est pas. Je pense que les nations qui ont des universités où il y a les gens qui travaillent sur l'informatique, il y a des gens qui sont passionnés par le sport et tout, il y a toujours de se mettre autour d'une table, poser les petites questions. J'étais à Constantine, j'étais très heureux et j'ai vu quelques personnes qui s'intéressent à tout qui est informatique et sport. Et je trouve que c'est comme ça. En plus, maintenant, on a quelques exemples. Par exemple, il y a des logiciels qui existent actuellement pour l'analyse des matchs. Il y a les logiciels que je peux pas citer ici, qu'on peut utiliser pour présenter les analyses des matchs et tout. On peut s'inspirer de ça avec des enseignants dans le sport et des enseignants de l'informatique pour dire comment ce modèle fonctionne, parce qu'il faut voir comment il fonctionne. Après, essayer peut-être ajouter des éléments de réponse ou d'autres questions que les autres ils n'ont pas fait. Et c'est pour cela que j'ai dit ça peut être un outil qu'on peut vendre à un grand public et un outil qu'on peut utiliser nous-mêmes en secret pendant une compétition. Pour les professionnels. Pour une profession, par exemple l'équipe nationale, par exemple, utiliser un logiciel que nous-mêmes on développe et personne là. Mais une fois la compétition terminée, on divulgue, on vend, et après on développe. C'est comme ça que ça se passe. C'est plus du marketing aussi. Oui. Parce que maintenant, ça devient vraiment on peut pas dissocier tout qui est, quel que soit l'objet. Par exemple, nous, c'est le sport, la science et la technologie. Ils sont tous reliés et de façon très, très, très étroite. Et ça, c'est dommage qu'on ferme les yeux sur ces paramètres. Beaucoup de clubs européens, maintenant, utilisent, on va dire, la big data, on va dire, les outils de captation et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça sera un élément freineur pour, on va dire, pour le joueur africain, pour aller en Europe, à cause du manque de l'utilisation ou le manque de données sur lui, sur le continent? Oui, à mon avis, ils vont utiliser les données sur lui. Parce que si on a besoin de lui, on va, par exemple, attribuer à des fédérations des logiciels qui sont assez pas chers, pas gratuitement. Qu'est-ce qu'ils font actuellement en France, par exemple, pour tous les championnats des jeunes et tout, la fédération, elle demande que la feuille de match, elle soit passée par numériquement. Ça permet de voir tous les joueurs qui ont joué toute la saison, qui n'a pas joué, qui était blessé et tout, qui marque plus de buts, qui encaisse moins de buts et tout. Et ces données qui viennent gratos, parce que la fédération elle a fait ce travail pour ne pas avoir des millions de personnes. Rapidement, on va détecter, il y a un joueur qui a marqué 80 buts ici. Donc, pour ne pas perdre du temps à droite à gauche, on va envoyer quelqu'un pour le regarder visuellement. C'est quoi cette personne? Une équipe qui joue bien, un gardien qui joue. Et c'est Big Data, et elle vous ramène. Actuellement, dans les réseaux sociaux, des fois, on cherche des choses. Ouais. À force de chercher, après on regarde qu'ils nous proposent la même chose sur la publicité. Ouais, la publicité et tout. C'est ça. Ça veut dire que, sauf actuellement, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, il y a les logarithmes qui peuvent exécuter des tâches définies. Quand on définit, ils sont capables de le faire et sans fatigue. Par contre, il y a une deuxième partie qui est en train de se développer, qui est en train de se développer, c'est qu'est-ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la machine qui apprend toute seule. Mais par contre, pour apprendre toute seule, il lui faut des données. Et malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui veulent permettre de créer des bases de données pour les gens rentrent les schémas tactiques et tout, pour alimenter la machine. Et comme ça, la machine, elle va créer qu'est-ce qu'on appelle des chorégraphies de lecture de jeu qui vont les aider après à déchiffrer un petit peu le comportement d'une équipe. Professeur, pour conclure, on va dire, je vous laisserai conclure sur la big data, ce que vous conseillez aux pays africains pour vraiment maîtriser la big data dans le sport. Non, il faut créer déjà pour quel que soit le sport, il faut créer des bases de données qui sont intéressantes. Mais après, il y a un problème qui va se poser, c'est-à-dire par exemple dans le domaine de la santé, vous pouvez pas prendre toutes les informations sur le plan santé. Par exemple, en France, c'est interdit. Et il y a ils sont en train de mettre une commission d'éthique pour voir imaginez demain un joueur, on lui fait des capteurs et tout, et on constate qu'il y a un problème de santé. C'est-à-dire on l'achète ou on l'achète pas, pourquoi on le vend. Ça veut dire que le joueur, est-ce qu'il est prêt de donner toutes les informations sur lui-même? D'accord. Donc ça, c'est des questions d'éthique.
qui sont importantes. Mais par contre, sur l'analyse de données, sur les tactiques et tout, il suffit de mettre en place des personnes qui manipulent bien les développements informatiques, les gens qui font les maths, et surtout des bons connaisseurs du sport qui vont permettre de coder un petit peu quels sont les éléments à coder. On vous remercie, professeur, d'être avec nous sur le plateau et on espère vous revoir très prochainement dans le plateau d'Ifriqiya FM. En tous les cas, je vous remercie pour votre accueil et j'espère que l'auditoire a apprécié cette présentation et j'espère une bonne réussite pour votre radio. Merci.